Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une émission vraiment très spéciale aujourd'hui de Radio Infocité, grâce au Capitaine Place qui nous a maintenant donné l'habitude d'avoir de grands spécialistes français qui viennent nous livrer de l'information privilégiée ici à Radio Infocité au Québec. Capitaine Place, bonjour. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir l'historien de réputation mondiale qui, j'ai appris ces derniers jours, qui a beaucoup de liens avec le Québec. Il est déjà venu faire des conférences à l'Université Laval. Aujourd'hui, c'est vous qui avez réussi à nous l'avoir en exclusivité ici au Québec. Alors, rapidement, Monsieur Lugan, dites-nous qu'est-ce qui vous inspire? Alors, très, très brièvement, parce que je pense qu'il faut très donner la parole à Bernard Lugan, je pense qu'il complète ce que je vais dire. Tout simplement, Bernard Lugan est certainement au monde, en France en tout cas, mais en Europe bien sûr, mais même au monde, en France le plus grand spécialiste de l'Afrique. Il a enseigné très longtemps à l'université Lyon 3, il en parlera mieux que moi, et surtout, il est, il a il est cartographe, il est anthropologue, également. Alors, malheureusement, là, on a des problèmes de connexion avec le capitaine. Un autre qui le connaît très bien, que vous connaissez très bien à Radio Infocité, qui peut compléter avant de présenter M. Lugan, c'est Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude, la venue de M. Lugan ici au Québec dans le cadre de ce qui se passe en ce moment en Afrique, parle-nous un peu de l'entrevue qu'on va avoir avec M. Lugan. Ben oui, c'est ça. D'abord, c'est un grand privilège. On remarque que le carnet d'adresse du capitaine résume à peu près le meilleur de la géopolitique française. Et là, toi, tu peux en bénéficier. C'est un privilège. Et donc, Bernard Lugan, c'est le grand spécialiste de l'Afrique. Et présentement, on est sur une période très chaude en Afrique. Et son éclairage, c'est à peu près ce qu'on peut avoir de meilleur. Et donc, et à partir aussi du fait que son approche, c'est l'Afrique réelle et non pas l'Afrique fantasmée par les bien-pensants ou peu importe qui. Alors donc, là, on est dans la réalité pour comprendre la situation. Et là, on voit M. Lugan. M. Lugan, bienvenue à Radio Infocité. Et puis, on a des questions pour vous. On va essayer de faire trois volets dans cet entretien-là. Savoir, votre méthode, votre approche ethno-différentialiste, ce qui vous permet d'avoir un portrait de l'Afrique réelle. Et l'Afrique réelle, c'est aussi le nom de votre revue qui paraît à chaque mois. Vous avez écrit une quarantaine de livres. Vous avez parcouru le continent de toutes les façons. Et donc, votre regard est unique et puis on est privilégié de vous avoir. Et puis donc, vous arrivez à une conclusion, c'est que les États qui ont été formés, l'État territorial, compte tenu de l'ethno-différentialisme et le fantasme des Européens de vouloir amener un copier-coller d'une démocratie sur ces territoires-là, fait en sorte que ça crée des situations qui mènent à la guerre, à un conflit perpétuel. Pouvez-vous nous expliquer, surtout pour les pays du Sahel, là? Oui, alors donc, moi j'ai une méthode qui est très simple, c'est le réel. Le réel, la géographie, la terre, the land and the people, comme disent les anglo-saxons, la terre et les hommes. Quand je me déplace quelque part en Afrique, je commence par voir quel est le milieu, et sur ce milieu, il est évident que les hommes vont avoir une manière d'organiser leur vie en société différemment. Il est bien évident que les hommes qui vivent dans le désert ne vont pas avoir la même méthode de vie que ceux qui vivent dans la forêt, etc., etc. Donc, moi, j'ai une vision qui n'est absolument pas universaliste. Pour moi, l'homme, je ne connais pas l'homme.
Je laisse ça aux religieux. Moi, je ne connais pas l'homme, je connais les hommes. De même que je ne connais pas l'arbre. Je connais le chêne, je connais le tilleul, je connais le châtaignier, mais l'arbre, pour moi, ça ne veut rien dire. L'ethnologue connaît les hommes, il ne connaît pas l'homme. Alors, ceci étant, mon approche, c'est le réel, c'est-à-dire, je vois toujours quel est le milieu dans lequel se sont développées les sociétés. Et quand vous avez cette approche, vous avez forcément une ouverture qui se fait, qui est totalement différente de celle qui est reçue par les médias. Parce que mon approche est donc une approche sur le réel géographique, mais également sur la longue durée. Parce que dans les Afriques, on parle de l'Afrique, moi je préfère parler des Afriques, parce que les Afriques sont très différentes. Dans les Afriques, la longue durée est l'élément dominant. La longue durée est l'élément dominant, pourquoi ? Parce que, à la différence de l'Europe, les Afriques n'ont pas connu les grandes ruptures que nous connaissons, nous, dans l'histoire européenne, et vous également dans l'histoire américaine, qui est une histoire héritée de l'histoire européenne. L'Afrique n'a pas connu la Révolution romaine. L'Afrique n'a pas connu le Moyen-Âge. L'Afrique n'a pas connu les révolutions des temps modernes avec les révolutions philosophiques. L'Afrique n'a pas connu la période contemporaine telle qu'elle a été inventée par les grandes sociétés industrielles européennes, etc. Donc le temps long n'est pas le même en Afrique. En Afrique, aujourd'hui et hier, se retrouvent. En Swahili, quand on dit Zamani, Zamani, c'est à la fois hier, quand je suis allé me promener dans la rue, mais c'est également à l'époque où mes ancêtres sont arrivés, il y a 1000 ans, dans la région. Mais il y a une notion du temps qui n'est pas la même. Alors, comment voulez-vous approcher un continent qui a une notion du temps différente avec les philosophies qui sont celles de l'Europe? En plus de cela, les Afriques sont des continents où l'individu n'existe pas. Ce sont des mondes de communautés. Nous sommes des individualistes, non pas de naissance, nous sommes des individualistes à la suite de révolutions. Ce sont les révolutions qui ont fait que nos sociétés communautaires sont devenues individualistes. Première révolution, la réforme protestante. Ensuite, les réformes des temps modernes. Ensuite, la période des réformes philosophiques du XVIIIe siècle. Ensuite, la Révolution française, les révolutions de 1848 dans toute l'Europe, la révolution industrielle. Et résultat, nous avons cassé tout ce qui représente nos sociétés pour faire aujourd'hui, pour résultat, avoir des individus. Donc, nous avons une philosophie individualiste, mais qui est contre l'ordre naturel. Car l'individu, contrairement à ce qu'en pensait Rousseau, n'existe pas. L'individu seul dans la nature est mort, il ne peut pas vivre. En Afrique, les communautés sont encore vivantes. Et nous plaquons sur des réalités sociales qui sont communautaires notre idéologie philosophique démocratique qui est individualiste. One man, one vote, c'est la mort de l'Afrique. C'est la mort de l'Afrique parce que cela déstructure les sociétés, mais plus encore, cela va donner la victoire électorale à ceux qui sont les plus nombreux. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez toutes les causes des guerres du Sahel. Voilà déjà ce que je peux dire en introduction. Ah bon? Donc, est-ce qu'on peut entrevoir, juste pour terminer ce volet-là, un principe d'unité politique sur l'État territorial qui est donné, on pense au Sahel, où il y a une grosse différence géographique entre le nord et le sud. Un principe d'unité politique pourrait apaiser la situation où ça mène nécessairement à une fracture territoriale? Le problème se pose différemment parce que je crois, vous savez, comme disent les médecins en latin, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc, lorsqu'on applique un médicament ou lorsque l'on propose des solutions, il ne faut pas que les solutions soient pires que le mal que l'on veut traiter. Donc, le problème des partitions, le problème des divisions territoriales en Afrique, ça vient vraiment en aval. Moi, je pense qu'il faut se placer en amont. En amont, puisqu'on parle du Sahel, parlons donc du Sahel. Quelle est la situation du Sahel? C'est très simple. La situation du Sahel se comprend uniquement si l'on part dans la longue durée. Nous sommes dans un monde qui va évoluer depuis 3 ou 4 000 ans. La sécheresse actuelle du Sahel débute vers 3000 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la même phase. Le climat, le propre du climat, c'est de changer.
contrairement à ce que nous disent les gens du GIEC, etc., lorsqu'on travaille sur l'Afrique, on se rend compte que l'évolution climatique n'a pas des causes humaines. Ça a d'autres causes, je ne sais pas lesquelles, mais pas des causes humaines, puisque l'Afrique fut beaucoup plus sèche il y a 5000 ans. Or, 5000 ans, il n'y avait pas de moteur diesel et il n'y avait pas de population. Donc, il y a une évolution qui se fait avec le climat. Depuis 3000, 4000 ou 5000 ans, nous voyons les populations du Sahara, qui sont des populations à l'origine blanches, essentiellement berbères ou proto-berbères, descendent vers le sud. Elles descendent vers le sud en raison de la péjoration climatique. Et descendant vers le sud, elles vont tomber sur les populations sédentaires qui vivent le long des fleuves, Sénégal, Niger et jusqu'au lac Tchad, et ces populations sédentaires qui sont des populations noires, agricoles, qui, elles, sont beaucoup plus nombreuses que ces populations nomades du Nord. Les nomades du Nord sont peu nombreux. Pourquoi ? Parce que les nomades ont toujours, à l'époque traditionnelle, allié leur croix démographique sur les possibilités de nourriture du bétail. Car les nomades avaient compris que s'ils avaient trop de bovins ou trop de chameaux ou trop d'animaux divers sur un pâturage qui était en phase de régression, ils allaient mourir parce qu'eux tiraient toutes leurs ressources du bétail. Les agriculteurs ont une toute autre philosophie de l'existence. Les agriculteurs, eux, doivent être le plus nombreux possible, donc avoir le plus d'enfants possible, à la fois pour défricher et à la fois pour se défendre contre les nomades prédateurs qui viennent du nord pour leur voler leurs récoltes. Donc deux mondes qui sont complètement différents, avec des populations qui vont être à l'intérieur de ces groupes différentes, mais qui ont toutes le même mode de vie. Donc des nordistes qui sont minoritaires, guerriers et prédateurs, condamnés à la prédation parce que leurs milieux sont pauvres et qu'il faut aller se fournir chez ceux qui ont des richesses, et au sud, des populations agricoles noires qui sont le long des fleuves. Et toute l'histoire du Sahel, c'est l'histoire de la confrontation entre ces ensembles. Alors, la colonisation va arriver au moment où ces ensembles prédateurs du Nord, ces ensembles pastoraux, sont en train de mettre en sujétion complète toutes les populations noires, agricoles, de la bande sahélienne. La colonisation arrive et va libérer les sudistes en les dégageant de la prédation des nordistes. Donc, la colonisation va être bénéfique aux sudistes et elle va rendre les nordistes, réduire les nordistes dans un état secondaire. Mais le plus grave, ce n'est pas la colonisation. Le plus grave, c'est la décolonisation. Parce que la décolonisation va instaurer des frontières qui vont prendre au piège les uns et les autres. À l'époque coloniale, les frontières n'existaient pas. Les frontières n'étaient que des limites territoriales au sein, par exemple, de l'immense Afrique occidentale française qui partait du Sénégal et qui allait jusqu'au lac Tchad. Donc, c'était simplement des frontières territoriales, administratives, où les populations pouvaient se déplacer. Du jour au lendemain, à partir de 1960, ces limites, qui étaient des limites administratives au sein du même ensemble dirigé par la France, deviennent des frontières qui coupent. Et ces frontières vont avoir deux conséquences. Un, elles vont couper les grandes voies de nomadisation des nordistes, qui ne peuvent plus se déplacer avec leur bétail le long des grands axes ouest-est, qui étaient les axes de migration en fonction des saisons, sont coupés, cloisonnés, mais plus grave encore, qui vont se retrouver nordistes et sudistes au sein des mêmes États. Et l'on va obliger ces États à appliquer le one man, one vote, le système démocratique. Or, traditionnellement, je viens de vous le dire, les nomades, qui étaient les anciens dominants, sont moins nombreux que les agriculteurs, qui étaient les anciens dominés. Ce qui fait qu'électoralement, chaque élection, c'est un sondage ethnique grandeur nature qui va donner la victoire aux plus nombreux contre les moins nombreux, à ceux dont les femmes ont eu les ventres les plus féconds que les autres. Résultat, ces nomades, qui sont les guerriers traditionnels, se révoltent. Première guerre Touareg dès 1963. Et la guerre qui éclate en 2011 et dont nous avons aujourd'hui les conséquences, c'est, si vous voulez, une résurgence. Résultat, guerre du Tchad. Dans toute la bande sahélienne, nous avons le même phénomène. Et ce qui est affligeant, ce qui est absolument affligeant pour l'historien que je suis, pour l'ethnologue que je suis, c'est de voir que cette réalité
n'est pas prise en compte. Cette réalité n'est pas prise en compte parce que l'idéologie dominante dit oui, mais ça, ce sont des visions anciennes, ce ne sont pas des réalités, l'homme nouveau que nous allons construire, c'est les citoyens, citoyens de ce monde globalisé, etc. Mais non, non, ça c'est une vision du quartier latin, c'est une vision d'idéologue des universités américaines de Californie, mais ce n'est pas la réalité africaine. Donc nous avons là le cœur même de ce qui se passe en Afrique. Alors, moi, je connais bien ces régions pour plusieurs raisons. D'abord, je reviens un petit peu à votre première question en disant quel est mon background, quel est un peu mon passé. Si vous voulez, moi, ça fait 50 ans que je bourlingue. D'abord, je suis né en Afrique et je suis quand même la 6e génération née en Afrique. C'est quand même assez rare aujourd'hui. Et j'ai comment dirais-je, un contact charnel avec l'Afrique. Alors, j'ai commencé ma carrière pendant 11 ans au Rwanda, entre 71 et 83. Et ensuite, quand je suis rentré en France à l'université Lyon 3, comme j'étais responsable du département Afrique, j'avais un accord avec mon président de l'université. Donc, je passais 6 mois de l'année en cours et 6 mois de l'année sur le terrain. Donc, j'ai eu 10 ans d'Afrique australe. Afrique du Sud, Mozambique, Angola, etc. Ensuite, j'ai eu 10 ans de toute la région de l'Afrique sahélienne et également à peu près 10 ans toute l'Afrique du Nord avec Égypte et Libye. J'ai beaucoup travaillé dans toutes ces régions. Et ensuite, il y a une dizaine d'années, devant la médiocratie universitaire française, parce que la médiocratie universitaire française est à un niveau qui est difficile de décrire, j'ai décidé de quitter l'enseignement supérieur français et je suis passé dans l'enseignement supérieur militaire. Et en passant dans l'enseignement supérieur militaire, l'école de guerre, Saint-Cyr, Guidant, etc., j'ai vraiment beaucoup bourlingué avec l'armée française. Et là encore, je suis allé vraiment dans le réel. Donc, j'ai une approche, si vous voulez, qui est une approche à la fois continentale, mais avec des zones que je connais très bien. À la différence des africanistes, des pseudo-africanistes français qui toute leur vie travaillent sur un confetti, moi j'ai des grandes zones de recherche, mais ces zones de recherche me permettent d'avoir en plus une vision globale. Donc c'est assez intéressant. Ce qui fait que j'ai des analyses qui sont parfaitement iconoclastes, mais souvent originales, et je dois dire que il m'arrive de ne pas me tromper, toujours, notamment pour ce qui concerne la Libye. J'avais expliqué ce qui allait se passer en Libye. Je l'ai expliqué dès le jour de la première intervention française en Libye. J'ai expliqué beaucoup de choses sur l'Afrique centrale. J'ai expliqué beaucoup de choses sur le Sahel. J'ai expliqué au mois d'avril dernier que le Niger allait exploser, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'ai une vision qui est une vision ancrée sur le réel qui me permet de dégager, non pas en lisant dans la boule de cristal, mais des constantes historiques qui permettent, ancrées sur le passé, de voir ce qui peuvent être les grandes ouvertures de l'avenir et de l'actualité. Donc, oui, votre prédiction au printemps, quand vous étiez à Sud Radio, entre autres, et puis avec Valeurs Actuelles en entrevue, à savoir, la prochaine pièce de domino qu'elle a tombé, c'était le Niger. Et je lisais dernièrement que le président Macron, il était assez fâché de son service de renseignement qui n'avait pas prévu. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Moi qui connais un peu le milieu militaire, je peux vous certifier que les services français, l'armée française, savaient très bien et que l'Élysée était parfaitement au courant. Alors, ou bien le président Macron ment, ou bien les conseillers du président Macron lui ont caché les informations. Oui, ils se défaussent. Mais on a... Ils se défaussent, exactement. Oui, concernant cette prédiction-là, elle a traversé la barrière des langues. Il y a un YouTuber qui est très influent, qui tient une chaîne sur YouTube, History Légende, et qui part de votre extrait sur Sud Radio, qu'il traduit en anglais, et à partir de votre grille d'analyse, pour expliquer la situation qui se déroule présentement au Niger. Et puis donc, il a dépassé le cap de 500 000 vues. C'est quelqu'un qui est très influent. C'est un historien militaire. Et puis donc,
c'est assez surprenant parce que quand j'ai vu ça, moi, je vous connais, je vous suis, mais là où j'ai vu que vous aviez traversé, disons, les cultures, et puis là, votre influence passe, semble-t-il, mieux du côté anglophone que francophone parce que, à cause que vous nommez le réel, vous êtes devenu infréquentable et surtout que vous êtes un peu un vivant reproche par rapport à ce qui est devenu la géopolitique française. Là. Oui, la malheureuse géopolitique française. Alors, nous avions des grands géopoliticiens et nous avions de grands africanistes. N'oublions pas que jusqu'à il y a... Moi, j'ai été formé par les plus grands africanistes français. J'ai fait mes études dans les années 1960, 70, 65, 68, 70. J'ai eu des grands maîtres. Mais ces grands maîtres ont disparu. Ils ont disparu. Là, pourquoi ? Parce que nous avions en France l'excellence qui s'appelait le doctorat d'État. Et ce doctorat d'État est un doctorat qui se faisait en 10, 12 ans et qui exigeait à la fois une vision encyclopédique, synthétique et exhaustive. Et ceci a été détruit par l'arrivée des socialistes au pouvoir avec François Mitterrand en 1981, car c'était considéré comme trop élitiste. Et ce doctorat a été cassé au profit de sous-PhD. En fait, le nouveau doctorat français, c'est ce que je faisais moi quand je faisais ma maîtrise à l'époque. Donc, c'est-à-dire un tout début de ci. Alors, qui se fait sur un tout petit sujet bien réduit. Ce qui fait qu'il n'y a plus de vision globale des africanistes français. Les africanistes français qui travaillent sur l'Afrique vont travailler sur de tout petits sujets, car ils font une thèse en 2 ans. 2 ans, 3 ans. En 2 ans, 3 ans, vous ne faites pas une thèse sur l'Afrique, c'est pas vrai. Il faut faire comme moi. Ma thèse sur le Rwanda, je vais vous le donner son titre, ma thèse sur le Rwanda. Vous allez dire que c'est assez drôle. Entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache, le monde rural dans l'ancien Rwanda. 2000 pages, 11 ans de travail, et travail sur le terrain. Entre les c'est une thèse qui explique tout. Servitude de la houe, sortilège de la vache. Tout le monde Hutu, Tutsi. J'explique dans ces 1500 ou 2000 pages comment Hutu et Tutsi, par leur confrontation sur un milieu réduit, les Tutsis, confrontés à la démographie Hutu qui mangeait leur pâturage, ont été contraints de créer une société inégalitaire pour prendre les Hutus en main, pour contrôler leur démographie et leur pouvoir politique. Voilà comment est né l'État du Rwanda à partir du XIVe, XVe siècle. Évidemment, qui peut vous faire ça s'il n'est pas au moins 10 ans dans le pays, sur le terrain, etc. Donc, il n'y a plus d'africanistes français. Il n'y a plus d'africanistes français, c'est terminé. Voilà. Donc, nous allons arriver, et nous allons de plus en plus vers un monde de spécialistes qui sortent de sciences politiques. Ils sont formés à l'esprit woke, qui leur dit le monde est le même partout. L'individu existe, le groupe n'existe pas, les ethnies n'existent pas. Les ethnies, c'est un fantasme colonial. D'abord, les ethnies ont été créées par la colonisation, donc c'est un fantasme colonial. Donc, baser toute analyse politique sur le milieu ethnique est une erreur. Résultat, on se plante depuis 30 ans. Et c'est absolument catastrophique. Moi, mon seul espoir, c'est plus du tout dans le monde européen. Parce que le monde européen, notamment français, est totalement décérébré par l'idéologie. Moi, mon seul espoir, c'est, vous allez dire, je manie le paradoxe, à la limite, c'est peut-être le monde anglo-saxon qui, à l'heure actuelle, est complètement pourri par le wokisme, mais qui a quand même, dans ses tréfonds, une idée de réalisme. Et il n'est pas impossible que le monde anglo-saxon, à un moment donné, fasse preuve de réalisme et revienne à un réel. Nous, en France, c'est fini. L'idéologie a tout mangé. Et c'est assez inquiétant. Et moi, je suis complètement isolé dans mon milieu africaniste, totalement isolé. Alors, le seul domaine dans lequel j'ai une écoute, c'est l'armée. Parce que les militaires risquent leur peau sur le terrain. Quand les militaires vont sur le terrain, si on leur dit qu'un Touareg, c'est comme un Bambara, ils vont mourir. Tandis qu'ils sont obligés de prendre en compte le fait que ce n'est pas la même approche que l'on a
quand on entre dans un campement touareg ou dans un village bambara. Ça, c'est fondamental. Tandis que l'intellectuel de Sciences Po ou le danseur à claquettes des affaires étrangères, le wokiste, se dit, moi, si j'ai un problème, c'est pas grave, les forces spéciales viendront me chercher. Si les forces spéciales se font prendre aux pattes, ce sont pas les wokistes qui vont aller les délivrer. Donc, nous sommes là dans le réel. Alors moi, c'est vrai que je ne travaille plus qu'avec l'armée, parce qu'au moins, avec l'armée, j'ai des gens qui sont dans le réel. Et quand je forme les générations de jeunes officiers qui sont désespérés entre nous, parce qu'ils arrivent en Afrique, ils voient le réel, et on leur fait faire le contraire de ce qu'ils voient. On leur dit, ce que vous avez vu n'est pas licite, parce que il ne faut pas croire à cela. C'est dramatique. J'avais une dernière question concernant le retour au réalisme, parce qu'il y a des puissances extérieures sur le théâtre africain là, qui forcent chacun à revenir au réel. Et puis, bon, dans le cas du Niger, c'est un point central présentement. Mais si on veut revenir sur savoir la rupture que je vois qui s'est passée en France entre le conservatisme et le libéralisme, la dégradation de l'expertise vient du fait que la France s'est laissée pénétrer par le libéralisme anglo-saxon et tout ce qui vient avec. Et c'est arrivé à peu près à la même période qu'ici au Québec, nous sommes passés du conservatisme au libéralisme. Et là, pendant toute cette période-là du conservatisme au 19e siècle, aller jusqu'à 1960, c'est apporté par l'Église, institution politique majeure dans notre histoire, etc., mais qui a été décriée par après. Bref, on est monté en force grâce au conservatisme et on décline dans le libéralisme anglo-saxon qui nous pénètre de toutes parts. Et on perd ici nos rapports historiques et il y a une correspondance. Et vous, mais sur ce thème-là, vous aviez en 5 minutes identifié exactement la cause disons, de la défaite de ce mouvement-là, mouvement d'émancipation politique au Québec. Pourquoi? Parce que ce sont des naïfs, des bien-pensants qui mènent une lutte qui a une portée géopolitique, finalement, planétaire. Là. On parle de l'éclatement du Canada. On sait faire apparaître un État français en Amérique, à la frontière des États-Unis. Bon, c'est quand même un programme. Là. Alors donc, là, des scouts idéalistes là-dedans, on ne risque pas d'y arriver. Hein? Alors donc, vous aviez une conclusion qui est une fatalité, savoir il est trop tard. Il est trop tard, la chance a été passée. Et puis donc, cette naïveté-là. Et puis, vous amenez le point justement de l'ethno-différentialisme d'une certaine façon parce que vous dites les nationalistes ont accueilli à bras ouverts des francophones venus d'ailleurs, espérant qu'ils allaient renforcer la position des indépendantistes. C'est dramatique, c'est un suicide. C'est un suicide. Ouais. Oui, M. Lugan, expliquez-nous votre rapport au Québec, parce que j'ai appris beaucoup là, en coulisses tantôt. Parlez-nous un peu de ça, puis ce que vous avez lancé, ce que Jean-Claude vient de nous parler. Oui, moi, j'ai été atterré lors de mon dernier passage. Lors de mon passage au Québec, ça remonte à pas mal d'années. J'étais venu faire une conférence à l'Université Laval. Et le titre d'un journal québécois qui est paru, c'était un peu dire ça. Les Français sont vraiment stupides. Ils viennent de refuser les visas à plusieurs dizaines de milliers d'Algériens. Nous allons les donner au Québec. Ça va faire des francophones supplémentaires contre les anglophones. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que leur identité, qui était une identité qui avait été conservée par l'Église et qui a été massacrée par l'Église, parce que c'est l'évolution de l'Église, comme en France d'ailleurs, qui a fait que tout ce système s'est engouffré dans le néant. J'ai dit, c'est une vision qui est très, très, très dangereuse. D'ailleurs, on l'a bien vu, parce que ces néo-migrants, lorsqu'il y a eu les référendums sur l'indépendance, eh ben, certes francophones, mais ils ont voté pour l'unité. Donc, j'allais dire, cocu dans l'affaire. Hein. Donc, nous sommes dans un
problème qui est fondamental et qui se retrouve aussi bien au Québec qu'en France. Hein. C'est exactement la même chose. Nous sommes dans la défense de nos identités, dans la défense de nos histoires, et la situation est sérieuse. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. OK, parfait. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous entendre. Et puis, on reçoit cette invitation-là comme un peu un cadeau parce que sur cette lecture-là du conservatisme, de l'Afrique réelle au Québec réel, historique, il y a un pont à faire. Il y a un pont à faire. Parlez-nous, juste en terminant, c'est ça, vous nous aviez parlé de vos études au Québec sur le régime colonial en Louisiane. J'ai un livre qui vient d'être édité il y a 1 an ou 2 aux éditions Balland qui s'appelle « Histoire militaire de la Louisiane française et des guerres indiennes ». Parce que là encore, je pars de l'ethnodifférentialisme. Et en travaillant sur les archives du XVIIe et XVIIIe siècle, je vous dis, j'étais le premier à dépouiller les registres militaires qui n'avaient jamais, il y avait encore le petit ruban, vous savez, bleu du Conseil du Roi, qui n'avait jamais été dépouillé depuis la fermeture du Conseil du Roi. Et j'ai trouvé des choses extraordinaires. La façon dont je parle de la Louisiane qui allait jusqu'au Grand Lac, hein, et la manière dont quelques individus, quelques Français, une petite poignée, aidés par les coureurs des bois québécois, hein, et aidés par toute la famille, les d'Iberville, etc., toutes ces grandes familles, à quelques-uns ont réussi à avoir autour d'eux l'alliance des tribus indiennes. Et ils ont réussi à tenir quasiment un siècle face à la déferlante anglaise qui arrivait depuis le littoral. Les Anglais qui payaient les tribus, mais les tribus préféraient être avec les Français parce que les Français avaient une autre attitude. Les Français étaient ethno-différentialistes, etc. Et c'est formidable. Alors donc, mon livre, c'est l'histoire et des guerres indiennes, car la Louisiane a tenu, non pas par les régiments français, mais par les coureurs des bois, et les tribus indiennes. Effectivement, il n'y avait pas les Iroquois, mais toutes les autres tribus étaient du côté français. Aussi bien les tribus des Grandes Plaines jusqu'aux tribus du delta du Mississippi. Et ça, c'est fondamental. C'est une histoire merveilleuse. Et là, évidemment, une fois de plus, l'histoire a mal joué pour nous. Mais si Montcalm avait laissé le chevalier de Lévis mener la bataille comme il l'entendait et ne pas faire une guerre à l'européenne sur les plateaux d'Abraham, l'histoire aurait été complètement changée. Parce que les coureurs des bois et les Indiens, eux, savaient faire la guerre des Amériques. Oui, c'est ça. Est-ce que le livre que vous venez de mentionner, il est listé dans votre blog? Non, mais il n'est pas dans mon blog, mais il est sur Histoire de la Louisiane française, histoire militaire de la Louisiane française et des guerres indiennes, publié chez Balland. Lisez-le, je pense que vous allez vous régaler, parce que j'ai vraiment étudié les tribus indiennes à l'époque, comme j'ai étudié ultérieurement les tribus africaines. Hein. Vous savez que cette grande alliance-là, elle a été négociée directement avec des montagnais que Dupont-Gravé avait ramenés, négocié directement avec Henri IV. Et Champlain, quand il est revenu, là, ça a été scellé à Tadoussac dans un grand péton. Absolument. Et cette grande alliance-là, et c'était basé sur le fait qu'il allait imposer la paix ou faire la guerre à leur ennemi. Et donc, ça leur a pris 100 ans avant d'arriver à la grande paix de 1701. Donc, les Français étaient venus pour pacifier cette région-là, qui a toujours été en guerre pour des raisons de ethno. Oui, parce que la situation, naturellement, va évoluer au Niger et elle pourrait évoluer pour le pays. Attendez, au Niger, au Tchad, ça va évoluer au Tchad, ça va évoluer partout. Hein. Donc, oui, puis je m'intéresse particulièrement au Tchad parce que j'ai un ami tchadien qui est très, très intéressé par la politique. Et puis, on va y revenir si on a une chance parce que ça va lui faire plaisir d'entendre votre expertise. Parfait. Merci beaucoup. OK. C'est un plaisir. Oui. Au revoir. Carl, oui, pour la suite. Différentialiste.
Et cher monsieur, c'est la même chose qui va se passer ensuite en Indochine et en Afrique. Tant que ce sont les militaires et les missionnaires, mais les militaires qui gèrent l'opération, tout se passe bien. À partir du moment où vous avez les civils avec leur idéologie qui intervient, c'est la pagaille. Regardez en Afrique de l'Ouest, on parlait du Sahel. Les militaires vont arriver en Afrique du Sahel, en Afrique sahélienne, à l'époque où les populations du Sud se font dévaster par les populations du Nord. Et à quelques dizaines, quelques centaines, ils vont réussir à rétablir la paix, etc. Et ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, les civils vont vouloir imposer l'ordre idéologique officiel de la République française. Et en Algérie, c'est la même chose. En Algérie, jusqu'à Napoléon III, il n'y avait pas de problème parce que les affaires étaient gérées par ce qu'on appelait les bureaux arabes. Les bureaux arabes, c'était exactement ce qui s'est passé en Louisiane et au Canada, c'est-à-dire quelques officiers avec quelques civils locaux qui connaissaient parfaitement, qui parlaient la langue des tribus, etc. Donc les bureaux arabes avaient pacifié le pays. 1870, la fin de l'Empire, arrive la République revancharde, laïcarde, individualiste, et cette République est antimilitariste, elle supprime les bureaux arabes et à la place, elle met le colonnat. Et l'Algérie française est morte en 1871. Incroyable. Quel cours d'histoire, messieurs. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude et M. Lugan. Ça a été vraiment un plaisir et on espère vous revoir bientôt. Je pense qu'il y a une connexion qui s'est faite entre les deux. Là. On va essayer de travailler ça.